pour ce deuxième panel de ce 8e sommet de l'économie systémique. Alors, merci à tous d'être là, en virtuel, derrière vos ordinateurs, chez vous, et ici sur ce panel pour cette discussion d'une petite heure qui sera passionnante sur un tout grand sujet. Et on a le privilège et la chance d'avoir vraiment 4 acteurs de terrain, acteurs un peu, parfois certains activistes sur les bords, experts tous de quelque chose, et avec 4 angles très différents les uns des autres pour adresser les différents aspects de la santé, surtout après ce choc qu'on a vécu tous, de 3 mois et demi de cette pandémie. Alors, qui est encore visible aujourd'hui. Voilà, et qui va sans doute encore avoir des petites, des petites gueules de bois. Et d'autant plus, vu la thématique de santé, là on voit vraiment, on est passé dans un autre thème avec des experts. Alors on va faire, cette fois-ci on va le faire dans l'autre sens. Caroline Haas, qui est la fondatrice du BHCT, bhct.eu, c'est l'abréviation de Building Healthcare for Tomorrow. Donc dans une visualisation tout à fait différente et décilotée, je dirais, des soins de santé. Ok, mais donc c'est toi l'activiste de service, du coup, un petit peu en quelque sorte élégante. Élégante, si on peut le dire. Je suis co-activiste avec 4 membres du conseil d'administration, un économiste, Frédéric Leloup, un médecin, le docteur Sam Ward, qui est urologue à la clinique Saint-Jean et qui est également directeur médical de notre association, et un autre médecin psychiatre, Giovanni Briganti, qui est finalement le cœur actif de notre association, mais qui compte aujourd'hui de nombreux membres et qui chacun travaille sur des projets très différents. Merci beaucoup, Caroline. Alors nous avons Valérie Kokoska qui nous vient de Lille, docteur en philosophie, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Bon, vous portez le masque ainsi que votre voisin, on comprend pourquoi, on regrette évidemment de ne pas voir, on voit la couleur de vos yeux mais pas la beauté de votre sourire, mais voilà, santé oblige. Voilà, merci d'être venu également, et on pourra découvrir qui on est un petit peu chacun à son tour. Nous avons Lucio Scanu, le cofondateur de Sten.care, on en parlera également, et notre ami Vincent Liévin, qui est journaliste spécialisé, puis certains l'ont connu à Moustique, à Marianne, et maintenant auteur d'un nouveau-né, enfin je ne parle pas de tes nouveau-nés qui sont chez toi à la maison en bonne compagnie et en bonne santé heureusement, mais le nouveau-né qui est ton livre, qui est sorti hier, qui est encore tout chaud, qui sort de la presse. Tu peux nous le montrer, le brandir. Ah oui, s'il te plaît, tu veux bien faire un zoom avant sur la couverture de son nouveau-né. Qui est un petit peu dans l'actualité. Et tu peux même mettre le micro, ça sera plus facile. C'est les héros du coronavirus, ok. Les héros du coronavirus, donc sorti aux éditions Kenez. Voilà. Donc ça a été un travail de titan pendant le confinement, apparemment. Oui. Il paraît que le nombre de views ont augmenté sensiblement pendant ce confinement sur tes blogs et tes publications. Un petit mot peut-être sur ce livre quand même, vu que c'est quand même l'apparition. Ce livre, c'est avant tout le témoignage des gens qui ont travaillé réellement, parce que écrire un livre ne m'a pas mis en danger. C'est évidemment les infirmières, les médecins qui ont travaillé au quotidien, et d'autres professions que je n'évoque pas dans ce livre mais qui mériteraient d'y être, voire peut-être d'y être dans un autre ouvrage, qui étaient au quotidien en dehors de l'hôpital, mais qui œuvraient, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit même tout le domaine du déchet, dans les prisons, et à plus grande échelle les avocats et autres. Merci. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Chacun à son tour, à nouveau. Va nous dévoiler ses clés d'avenir. Vos clés d'avenir, horizon 2030, sans lesquelles il sera difficile de faire quelque chose de vraiment intelligent. Donc, on va reprendre le même tour. Donc, Caroline, donc la question, showtime. C'est les clés d'avenir vers un système de santé plutôt qu'un système de maladie. Donc évidemment, on entend bien là-dedans qu'à l'heure actuelle, on voit une grande croissance du système de santé, du système pharmaceutique. Et on se dit, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait une croissance de ce système, alors qu'en fait, si on est en bonne santé, il ne devrait peut-être pas spécialement croître. Ça devrait décroître. En fait. Ça devrait normalement peut-être décroître. Donc comment aller vers un système où en fait on renforce la santé des citoyens plutôt que peut-être la déforcer tel qu'on le voit actuellement. Voilà. Caroline. Alors je crois déjà qu'il faut inverser un certain nombre d'idées et de préjugés qu'on a sur l'idée de ce qu'est un système de soins de santé.
Et d'ailleurs, vous l'introduisez très bien en disant aujourd'hui, on est dans un système où on va croître la pharmacie, où on va croître les nouvelles technologies, où on a l'impression que finalement le curatif et soigner les gens, les héros des soins de la santé, devient le moteur principal d'un système de soins de santé, puisque c'est une image finalement que l'on donne. Dès qu'on va sur des réseaux sociaux, dès qu'on va dans la presse, dès qu'on va dans des forums comme celui-ci, on entend croissance, grands groupes pharmaceutiques, grands groupes technologiques, course aux vaccins, course à des médicaments ou à des méthodes pour soigner les cancers. Et on oublie qu'à côté de ça, il y a déjà, un peu comme en écologie, une sérieuse prise de responsabilisation tant du monde de l'entreprise que de la citoyenneté santé, de sa propre prise en charge. Je ne suis certainement pas le meilleur exemple, mais on voit quand même sur le terrain ce qu'on voit partout, à savoir que depuis plus ou moins 2 ans, les entreprises commencent réellement à s'interroger sur leur plus-value sociale. Leur plus-value sociale, leur raison d'être à l'intérieur de la société, tout simplement parce que si elles ne définissent pas cette raison d'être, eh bien, ces entreprises n'ont pas d'avenir aujourd'hui dans le secteur des soins de santé ou dans d'autres secteurs. Et il y a un économiste de renom bien connu, aussi bien en soins de santé que dans le monde de l'économie, qui est Michael Porter, grand pape de l'économie et de la Business School à Harvard, qui faisait récemment, il y a quelques mois, une présentation en Inde en rappelant que l'objectif social de l'entreprise, l'engagement social de l'entreprise n'est pas quelque chose qui est incompatible avec le monde de l'entreprise. L'engagement citoyen par rapport à son bien-être, par rapport à l'environnement, n'est pas nécessairement incompatible avec le progrès scientifique ou la croissance économique, pourvu que cette croissance se fasse autrement et soit pensée autrement. Donc je pense qu'il y a toute une série de préjugés aujourd'hui dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise dans lequel on vit, que l'on doit oublier. Et on doit l'oublier en soins de santé sur, à mon sens, 3 piliers. Que peut-on attendre d'une entreprise dans la prise en charge de la bonne santé citoyenne dès le départ, dès la naissance? L'exemple de Walmart, et j'aimerais le citer rapidement, est excellent. Walmart perd des parts de marché, acquiert une très mauvaise image de marque aux États-Unis, se fait manger par Amazon et cible sur un intérêt public qui est maintenir le citoyen américain en bonne santé parce qu'il est en très mauvaise santé en moyenne. Il met des diététiciens dans ses rayons. Et il se réalise que les diététiciens qui regardent le caddie, eh bien, il y a une demande pour ça. Les gens viennent voir en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas améliorer un peu mon équilibre alimentaire ?» Et pendant 5 ans, Walmart va développer une philosophie qui est de dire « Il faut que le médecin soit aussi proche que le supermarché pour le citoyen. Il faut que le médecin soit aussi accessible que le supermarché pour le citoyen. » Et Walmart redore son image, retrouve une certaine rentabilité et en même temps, aujourd'hui, a rendu un service à des milliers d'Américains qui ne sont pas capables de se payer un médecin. Un exemple classique de ce qui se passe. Deuxième pilier sur lequel il faut travailler, c'est démystifier le big data. Aujourd'hui, le big data est vu comme une société de surveillance. On a peur de donner ces données santé. Or, ces données santé sont des plus-values essentielles. Ce n'est pas parce qu'on parle surveillance que l'on parle discrimination. Données santé, recherche scientifique, aide au machine learning. Et troisième grand pilier qui a été développé par BHT, l'engagement citoyen. Il est essentiel, il est comme en environnement. Et cet engagement citoyen veut qu'on éduque le citoyen à ce que c'est rester et être en bonne santé. Voilà les 3 piliers de BHT. Super, ben, merci beaucoup. Ce que j'entends qui est intéressant, c'est qu'on a un lien avec la thématique avant qui était celle de l'alimentation. Donc on voit l'intérêt en fait, si je comprends bien pour vous, d'amener le système de santé vers vraiment l'objectif de santé et d'oublier des objectifs peut-être financiers tels qu'on peut le voir dans certaines sociétés ou autres, etc. Mais d'aller vraiment plus vers cet objectif-là en allant vers l'éducation des citoyens, en leur rendant une plus grande accessibilité à la santé et en les amenant à avoir vraiment cet équilibre alimentaire, tout en démystifiant un peu ce big data par rapport en tout cas aux données de santé. On ne parle pas encore des autres domaines, mais pour ce domaine-là en tout cas, et d'avoir un plus grand engagement citoyen par rapport à sa propre santé. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Caroline. En tout cas, c'est pan. Hein, tu nous envoies 3 exosets. On verra ce qu'on fera avec tout ça. Merci beaucoup. Voilà, Valérie. Oui, alors pour ma part, je vais articuler la réflexion autour de 3 points. La première, c'est que pour agir en santé, il faut agir partout, agir avec tous et avoir un écosystème créatif. Alors,
Le premier point, c'est agir partout, parce que d'ordinaire, et trop souvent, on prend la santé comme un point isolé. Or, on sait tous que les déterminants de la santé concernent absolument tout l'environnement. Donc, quelque part, l'OMS a à un moment déterminé une politique qui s'appelait Health in All Policies et qui visait à dire il n'y a aucun sens à avoir une politique de santé qui serait ignorée dans toutes les autres politiques. Pour le dire autrement, chaque politique doit réfléchir à son impact sur la santé. Sinon, ça n'a aucun sens. Et on se retrouve à opposer l'économie avec la santé. Deuxième élément, c'est agir avec tous. De nouveau, on a trop souvent l'habitude de croire qu'on peut définir à la place des autres ce que sont leurs attentes. Ce que le patient veut, ce que le médecin veut, ce que l'industrie veut, et personne ne demande jamais à personne quelle est exactement son attente, quels sont les besoins, où est-ce que l'on doit exactement agir. Il faut arrêter de projeter sur les autres nos propres attentes ou notre compréhension de leurs attentes à partir des nôtres. Et donc, agir avec tous, c'est pouvoir écouter les besoins d'où ils viennent. Et à cet égard, je vais faire très vite un petit élément. On passe son temps à dire que les politiques de santé ont pour objectif de répondre aux besoins de la population. Je voudrais signaler que personne n'est encore parvenu à définir ce que recouvraient ces besoins. Donc ça, c'est un élément quand même important. Alors, qu'est-ce que ça signifie travailler et agir avec tous? Ça signifie très concrètement pouvoir avoir un co-design des objectifs, un co-design des processus et un co-design des finalités. Une fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant à atteindre, eh bien, il faut pouvoir définir ensemble aussi bien la manière dont ça va fonctionner que ce que l'on va atteindre. Ça permettra notamment d'avoir des dispositifs qui précisément n'ont pas le sentiment de répondre à un besoin qui n'a pas été défini avec les autres et qui pourraient aussi répondre à plusieurs besoins en même temps ou plusieurs désirs, souhaits en même temps. Troisième élément, avoir un écosystème créatif. Aujourd'hui, nous n'avons pas, il faut comprendre que l'innovation, c'est le contraire de la créativité. L'innovation est toujours incrémentale. Elle est toujours insérée dans un processus qui vise à répéter, parfois mieux, avec plus d'efficacité, avec plus de rapidité, ce qui est déjà fait par ailleurs. La créativité, c'est tout à fait différent. La créativité, elle demande une ouverture à ce qui peut surgir et pas à... De faire autrement que ce qui a créé le problème. Exactement. Sortir des clous, finalement. Sortir des clous, mais de manière radicale, c'est-à-dire en se laissant surprendre. Et pour cela, on a besoin d'un écosystème juridique, industriel, qui permette la créativité. C'est-à-dire on ne va pas se retrouver avec, par exemple, des outils numériques qui font beaucoup plus rapidement ce qu'on faisait déjà en manuel. Voilà, Okay. j'en termine. Très bien. Merci. Un tout grand merci pour ces clés d'avenir. Donc des clés qui demandent de travailler et d'agir pour tous, avec tous, et avec un co-design de l'ensemble, le tout par un système juridique qui permette cela. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci Valérie. Voilà, Lucio, à toi. Alors, La table. Dieu qu'il est difficile pour un patient de prendre la parole après une philosophe. Ça n'est pas un exercice facile. Le monde des patients et le patient que je suis, le patient chronique et en situation de handicap, vit dans le monde de la santé aujourd'hui depuis 51 ans et nous avons vu, nous, passer énormément de choses. Enfin, vous connaissez les fameuses règles de 4P, hein, personnalisées, la prévention, la prédiction, la participation. Et puis après, on nous a parlé à nous les patients, aux patients de la pertinence des actes médicaux. Excusez-moi. Tout près, colle-le contre ton. Voilà, je on le n'entend colle. pas Donc bien. On entend des gens sur les continue. réseaux qui... Je ne reprends pas du début, je continue. Non, c'est bon, vas-y, continue. On est passé après à la pertinence des actes médicaux qu'on nous proposait. On a parlé des parcours de soins.
tous ces fameux P qui sont importants, mais on ne nous parle jamais à nous les patients de pluralité. C'est-à-dire que au bout de 51 ans de situation médicale difficile et au regard de tous ces gens que je croise, on est en train, nous, dans le monde des patients, se demander, tiens, pourquoi se fait-on soigner? C'est quoi le but, en fait? Et comment le monde de la santé comprend-il le mot soigner? Est-ce que soigner, c'est entrer dans un corps, proposer un traitement, ou est-ce que c'est vraiment prendre soin de l'individu qui ne va pas bien, qui a des problèmes de santé, et qui demain, parce que les temps passés à l'hôpital sont nettement inférieurs au temps passé à l'extérieur, que devenons-nous lorsque nous sortons des centres hospitaliers, des centres de soins, de chirurgie, dans la vie de tous les jours? Sommes-nous redevenus ou pouvons-nous espérer devenir de vrais acteurs dans la société dans laquelle nous vivons? Et donc, lorsque le budget de soins de santé explose, on se demande s'il est bien dépensé au final. Parce qu'après tout, le but du jeu n'est-il pas de permettre à des hommes et des femmes et des enfants de reprendre la vie là où elle s'arrête un peu, voire beaucoup, lorsqu'un diagnostic est posé. Et on se rend compte que ce mot systémique n'existe pas. On ne parle que de prendre un traitement, d'accepter une chirurgie, mais personne ne se soucie de l'impact économique et social que ça a dans la vie des patients. Or, il faut, si on parle de systémique, s'inquiéter de cela, parce que c'est comme ça qu'on apportera des plus-values, et c'est comme ça qu'on dépensera correctement l'argent qui est destiné au monde de la santé. Donc, brièvement, c'est l'idée que le monde des patients se fait. Parce que on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, la santé, c'est un système de bonne conscience. La collectivité se donne bonne conscience de prendre en charge des gens qui ne vont pas bien. Alors bien sûr, dans ces gens, il y a des gens qui ont cotisé, qui paient des impôts, etc., etc. Mais globalement, on a vraiment le sentiment que c'est un système de bonne conscience. Vous n'allez pas bien, regardez, on est là, on va s'occuper de vous. Mais en fait, cette conscience, elle ne va pas jusqu'au bout des interrogations auxquelles nous sommes, nous, confrontés lorsque nous quittons les réseaux de soins. Et je le rappelle, la grande partie de ma vie, je l'ai passée à l'extérieur et pas dans des réseaux de soins. Super, merci pour ce témoignage. En fait, Merci, qui Lucio. est très intéressant et qui amène la question, mais voilà, comment est-ce qu'on peut finalement être accompagné à être un acteur de la société qui est en bonne santé de façon holistique et systémique? C'est ce que j'ai entendu, c'est que c'est pas seulement une santé physique, mais que après c'est social, c'est financier, c'est à tous les niveaux. Parce que s'il y a que la santé, souvent, parfois les problèmes de santé peuvent être créés par un problème dans un autre espace. Donc, très brièvement, oui. Parce que j'ai fait court, c'est accepter en consultation un patient diabétique qui vit difficilement son diabète et ne jamais, lorsque c'est un homme, lui poser la question, par exemple, de ses troubles de l'érection. Et de laisser rentrer chez lui, se morfondre, ne plus vivre, se couper du monde. Oui, super. Au niveau diabète, c'est génial, il maîtrise ça totalement. Il a son petit dispositif de contrôle à la maison, c'est génial, mais qu'en fait-il du fait d'aller bien physiquement? La question morale, psychologique, elle est essentielle lorsqu'on aborde la question de la santé et de la prise en charge du soin, parce que le soin, c'est un joli mot, mais qui revêt 1001 facettes. Et on prend soin de nous durant, la grossesse de nos mamans, jusque lorsqu'on décède. On a même des soins après être décédé. Et donc, il faut repenser tout cela, parce que sinon, nous continuerons à dépenser beaucoup d'argent pour des résultats qui sont approximatifs. Ce que j'entends ici, c'est vraiment ce côté de voir le corps comme un système et un appel à la santé mentale, émotionnelle, physique, psychologique. En fait, d'être vraiment à tous les niveaux et de pouvoir interrelier aussi les différentes parties du corps qui peuvent avoir des symptômes, plutôt que de ne regarder que par un axe qui coupe de l'ensemble et en fait laisse dans une situation... Le réflexe du médecin étant de dire ça c'est le travail du psy, c'est pas mon job. Donc il y a une espèce de cloisonnement, c'est une forme de décloisonnement, tout en ne glissant pas dans des dérives où le médecin généraliste passerait finalement 1h30 à... Le débat précédent était l'agriculture. Eh bien, nous les patients, on nous met dans des silos. Voilà. Vous êtes un patient en urologie, vous êtes un patient en gastroentérologie, vous êtes un patient en psychiatrie, mais il n'y a pas de fil conducteur entre tout cela.
le nombre de fois où j'ai dit à mon médecin spécialiste de référence, tiens, je rencontre tel souci, je n'y connais rien, va voir, essaie de trouver quelqu'un qui va t'aider sur cette question-là. Et puis vous rentrez chez vous, quoi. Hein. Et puis démerdez-vous, quoi, en gros. Et puis ça va, bof. Ouais. C'est plus, Okay. c'est plus son problème. Très intéressant. Merci beaucoup, Lucio, pour ce témoignage touchant. Jérémy, ici, c'est en fait créer, ouvrir des espaces transversaux. On verra ce qu'on en fait. Vincent. Oui, c'est des espaces transversaux qui seront souvent d'abord mis en place par la première ligne, que ce soit le médecin généraliste, l'infirmière, le pharmacien. C'est la première approche que le patient rencontre, puisque souvent il va d'abord chez son pharmacien, qu'il conseille d'aller chez le médecin, et donc c'est une démarche intéressante. Et les hôpitaux doivent évoluer par rapport à ça et intégrer ce modèle et le développer la première ligne, même si eux, économiquement, ils doivent aussi s'en sortir en dehors de la première ligne. Et donc, on voit vraiment ce côté d'éducation du patient. Et plus le patient sera éduqué au mieux, plus il y aura une réduction des coûts de soins de santé, parce qu'il se prendra mieux en charge. Il est demandeur, en plus, la plupart du temps. On ne répond pas, malheureusement, à ces questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis, il faut que le patient ait sans du tout le stigmatiser, et la capacité d'intégrer, parce que souvent, le vocabulaire est difficile à comprendre, le vocabulaire médical. Et donc, il faut qu'on puisse l'assister. Les associations de patients sont pour ça extraordinaires, parce qu'à chaque fois, quand c'est sur une maladie précise, les associations de patients deviennent les meilleurs référents, parce qu'elles connaissent un peu, en prenant l'exemple du diabète, mais donc quels sont les outils, comment est-ce qu'on se pique, quelle insuline on utilise. Il y a un partage de savoir là qui peut simplifier déjà le vocabulaire un petit peu entre eux, et puis mieux pouvoir parler avec le médecin, le pharmacien. Donc ça, c'est un aspect important. Évidemment, l'autre aspect pour moi central, et Lucio l'évoquait, c'est mieux connaître son corps. Et alors, il faut évidemment pas charger l'école. L'école est avant tout là pour apprendre à écrire, à compter. Mais quand on voit les yeux d'un enfant sur un dessin animé que tout le monde a au moins vu une fois, il était une fois la vie, on se dit que là, sincèrement, il y a quand même quelque chose qui est possible de faire, qu'on raccrocherait à quelque chose qui est déjà dans toutes les écoles aujourd'hui, qui sont les habitudes saines. Donc les enfants ne mangent dans les écoles qui le permettent, évidemment, parce que il y a des écoles qui ont plus de difficultés à mettre ça en place, mais ils ne mangent déjà plus de la même façon. Et une fois qu'on est sur l'alimentation, on peut aussi évoquer les mini-cours de sciences, où on pourrait, par des choses simples, expliquer comment le corps fonctionne, quel impact peut avoir le sport, l'alimentation, la vie de famille. Et donc là, il y a un aspect important. Et donc idéalement, c'est évidemment investir même pour les adultes plus massivement dans la prévention, quitte à dire pourquoi pas, une proposition de dire 1 euro investi par les autorités publiques pourrait être doublé, voire triplé par des investisseurs privés qui s'y retrouveraient de toute façon, puisqu'on aurait une réduction, pour peu que ça soit bien mis en place, et non tracé, bien évidemment, on pourrait s'y retrouver par une diminution du chômage, pas du chômage, mais des maladies au travail. Et alors moi, il y a un aspect qui me paraît important, et Valérie l'a évoqué. Il y a un domaine que je suis beaucoup, c'est une association, c'est l'Observatoire de santé du Hainaut, qui travaille vraiment un travail minutieux et moi je dis remarquable, et malheureusement ça ne permet pas toujours de faire évoluer les choses, mais je dis, il y a pour l'instant un grand plan en Wallonie qui est de rénover l'habitat social. Et bien pourquoi ne pas prendre en compte l'amélioration du logement là-bas, et on prend en test, on dit, allez, les 10 000 logements qui seront rénovés dans les 4 ans à venir, avec toutes les règles RGPD 1, on se dit, on suit ces personnes une fois que le logement est changé. Et on se dit, comment va leur santé après ? Ce n'est malheureusement qu'un petit paramètre, on est bien d'accord, mais c'est un début, parce que quand le logement est insalubre, il y a plein d'impacts directs et indirects sur la santé. Et on prend cet exemple-là, on fait le test pendant 5 ans, 10 ans, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est un début. Et on se dit, voilà, sur ce volet-là, alors après évidemment, il y a le volet de l'éducation, il y a le volet des écoles, mais ça c'est un exemple concret qu'on peut mettre en place, et je crois qu'on pourrait trouver des acteurs privés aussi intéressés pour soutenir
Et donc je vous invite à suivre j'ai parlé de l'Observatoire de santé du Hainaut, il y en a d'autres qui font évidemment un travail remarquable. Ok. Aussi. Très Merci, intéressant, Vincent. merci. Donc ce que j'entends, c'est vraiment cette envie d'aller vers des hôpitaux, vers une santé plus systémique aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous rejoint un peu tous. Et là, il y a le point de l'éducation du patient qui a été mise en avant par rapport aux termes médicaux, mais une éducation aussi par rapport à son propre corps, pouvoir redevenir maître en fait de son corps et de sa santé, en avoir la connaissance. Et investir davantage dans la prévention, parce qu'évidemment, si on a une médecine plus préventive, ça permet à long terme de diminuer les coûts de santé, et puis de faire différentes études qui pourraient prouver les effets collatéraux d'autres paramètres que ceux du pharmaceutique et autres, pour pouvoir améliorer la santé des gens. Très intéressant. Merci pour ces 4 rapports. Alors, on avait également une vidéo de Jacques Fradin que vous pouvez regarder tous en ligne sur le groupe Facebook, où Jacques Fradin a partagé certains éléments qui, pour lui, étaient essentiels. Donc, lui, il disait que par rapport à la santé, si on regardait un aspect win-win dans l'ensemble, gagnant-gagnant pour chacun, nous n'aurions plus d'opposants. Donc, comment voir vraiment cette vision d'ensemble? Et pour lui, il disait que ça passait d'abord par une connaissance de soi. Et là, on retourne vraiment à cette idée de la connaissance de son corps aussi, mais à cette vision holistique de soi-même, donc de connaissance de soi dans tous les domaines. Puis après, il demandait aussi une connaissance de l'autre pour voir comment être... relationnel. Le côté relationnel. Et puis, il avait l'aspect de dire, voilà, c'est important de travailler avec d'autres acteurs engagés, donc de travailler ensemble, de sortir de cet isolement, aussi bien des pratiques que des différentes institutions. C'est le signal de Lucio aussi. Hein. Voilà. Et le 4e point, c'était de pensée systémique. Des expériences territoriales, j'aimais bien, comme il dit, des expériences territoriales de santé. Et ce que tu disais également, c'est le lien entre l'habitat, l'éducation, les collectifs, le data. On va voir une convergence. En fait, ce serait intéressant de faire un exercice systémique, et on le fera d'ailleurs avec l'aide d'Hugo et de l'équipe, de voir finalement qu'est-ce qui mène à quoi dans la société, dans les fondamentaux, à finalement une santé holistique. Alors, il y avait également je prends ou tu prends la vidéo du professeur docteur Jean-Baptiste Watley, que tu connais sûrement, qui dirige la clinique universitaire à Gand, qui était toute première loge également pendant ce choc qu'on a vécu. Une vidéo édifiante aussi d'une demi-heure, je vous invite vraiment à la regarder. Il a un regard très holistique également. Je vais le faire très rapidement. Il y a vraiment un changement de société qui doit se faire avec les individus. On converge avec tous pour tous. C'est comme ici, agir avec tous. Ça permet d'être rassurant et permet de dépasser la notion de l'État-nation. On a vu très clairement, il a aussi cette idée de l'État-nation qui est limitée. Chaque État-nation a dû gérer quelque part sa soupe, et il dit il faut pouvoir traverser ça, puisque c'est un enjeu qui dépasse largement les frontières. Il dit une énorme souffrance du secteur associatif. Enseignement, soins, les prisonniers, le soin aux personnes âgées, il faut revaloriser les fondamentaux du bien commun. Grand axe à travailler, et dépasser également le carcan de la communication pour la communication et aller vers l'agir, rétablir le lien sur le terrain et faire participer chacun. Il dit également au passage revoir les systèmes démocratiques. Il l'a glissé quand même dans la foulée de sa discussion. Voilà l'action. Lutter contre la fragmentation décisionnelle. Il y a beaucoup trop de niveaux également politiques pour une action sur la santé. Donc il faut fragmenter ça et il faudra sortir des clous pour faire ça. Je ne sais pas encore comment, mais en tout cas, on sera force de proposition également dans la carte blanche qui va sortir de cet exercice-ci. Il dit aussi, l'image d'Épinal de l'expert a été cassée également. Donc il n'y a plus d'experts universels, ça n'existe pas. Il va falloir vraiment le faire en intelligence collective. Il dit se retrouver la mémoire collective, l'histoire universelle quelque part, relire l'histoire politique et scientifique au service du binôme individu-société. Et oser des stratégies transnationales, transsectorielles, transversales, transdisciplinaires et fusionner vers des stratégies communes. Il dit que c'est la seule option à terme. Donc il dit vraiment haut et fort, c'est la seule option. Créer un langage
créer des langages communs. Voilà, c'est Voilà. un message extrêmement fort, mais qui vient quand même galvaniser assez bien ce qu'on a déjà découvert. En fait, il y a un lien assez intéressant entre vous tous, qui revient vraiment à cette connaissance assez de soi, en fait, de son corps, à cette reprise de la maîtrise de sa vie, en quelque sorte, et à cette vision plutôt systémique, aussi bien du système de santé que de sa propre santé individuelle. Et au niveau de la vision, j'ai l'impression qu'il y a un accord assez commun qui est présent. Mais moi, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est oui, mais comment ? Comment concrètement amener à ce que cette vision, ce système de réelle santé systémique puisse se mettre en place ? Qui a envie de répondre ? Oui, c'est spontané. Il me semble que pour commencer, il faut peut-être... Bien près, Oui. collé contre le masque. Il me semble que pour commencer, il faut peut-être une certaine cohérence parce que, comme Lucio en parlait, il y a en médecine un certain nombre de disciplines. On se renvoie à la balle. Ce que j'essayais de montrer, c'est qu'au niveau des politiques, c'est la même chose. Il y a ce même silotage. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est holistique enfermé dans une boîte. Quand l'éducation est C'est aussi elle-même par simple silo que également. De la même manière, quelque part, penser l'éducation en santé ou l'éducation du patient, c'est déjà de nouveau réduire l'individu. Il faut arrêter, si on parle de santé, il faut arrêter de parler médecine, il faut parler de santé. Vous ne pouvez pas toujours définir quelque chose par son contraire. C'est ça la créativité. L'innovation, c'est penser en opposition. La créativité, c'est être capable de poser quelque chose comme tel. Alors maintenant, sur la souveraineté, je voudrais revenir à ça parce que c'est un élément que Vincent a également mentionné. L'idée du transnational peut être intéressant en termes d'opportunités, en termes de découverte. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous vivons quelque part, que nous avons un ancrage, que cet ancrage, il détermine notre santé et notre conscience des choses. Et donc, à un moment, avoir quelque chose qui est complètement détaché, c'est oublier les moyens de notre souveraineté sur notre existence. Et donc, là aussi, il va falloir pouvoir penser comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans. Voilà, ça c'était Si je comprends bien, c'est réflexion. revoir sa santé de par une santé dans l'ensemble, qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé, Oui. plutôt que d'un point de vue de la médecine, en fait, au sens strict du terme. Absolument. C'est bien ça. Ouais, très Absolument. intéressant. Faire rebondir Merci. maintenant sur le panel. Merci beaucoup. Allez, Oui. tu veux, oui. Oui. Caroline. Alors, Caroline. je pense qu'on a déjà entendu beaucoup la notion de désilotage. Et ce que je vais dire va peut-être frapper, mais on a aujourd'hui un outil extraordinaire qui va nous challenger sur ce que l'humain a toujours tendance à faire, à savoir ce fameux silotage. Aujourd'hui, un big data, un algorithme, un ordinateur va penser avec des millions de données, avec la capacité, si on le lui demande en tout cas, et on le lui demande correctement, d'associer des données de sécurité sociale, des données de qualité de logement, des données de qualité de médecine, des données liées à la famille ou à une histoire familiale, pour nous challenger sur quelque chose auquel, finalement, en qualité d'humain, on a difficile à penser parce qu'on a été formaté très vite dans l'enfance à penser dans une direction, très vite dans les études à être spécialisé dans un domaine bien particulier, et finalement on s'est enfermé nous-mêmes dans des silos que l'on retrouve effectivement à tous les niveaux, politique, éducationnel, santé, domaine de prédilection. On est arrivé dans un monde d'hyper-spécialisation, on l'a dit, d'experts, et on n'a plus été capable de prendre de la hauteur. On n'a plus été capable de dire finalement je vais me prendre du recul et je vais un peu entendre tous ces domaines en systémique avant de me donner une opinion. Et en plus, on est dans une société où on demande une réaction immédiate. Surtout que l'expertise, c'est comme prendre une grosse loupe sur un tout petit détail. Exactement. En fait, ça nous coupe de la Exactement. réalité globale. Et alors, on entend des dizaines d'experts, chacun intervenant avec son point de vue sur un point bien particulier. Ils finissent par se contredire. Hein. Et qu'on n'arrête pas de se contredire parce qu'on n'est plus capable. Or, cet outil de Challenger, et j'ai assisté hier à un cours extraordinaire au MIT à Boston, qui était de dire, écoutez, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce fantastique outil qu'on a créé nous-mêmes, ce big data qu'on a créé nous-mêmes, plutôt que d'y voir une société de surveillance, un big brother, un danger, une méfiance, parce qu'on n'entend que ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne l'utiliseriez pas pour vous challenger, vous, humains ? On a une intelligence aujourd'hui qui est capable d'analyser des millions de données et de challenger nos propres points de vue, et de nous forcer à sortir du silo. Alors que ce soit le big data ou que ce soit un panel comme ici. Mais en attendant,
Il nous faut un challenger. Il nous faut être bousculé dans nos idées. Il faut quelque chose qui interrelie toutes ces différentes données, ces différents paramètres, afin d'avoir une vision de plus en plus globale et donc de plus en plus proche de la réalité. Tout à fait. Et on peut très bien imaginer que nous avons ici 4 points de vue différents et qu'en fin de séance, un ordinateur a assimilé déjà tout ce qu'on a dit. C'est ce qu'il fait derrière. Et voilà. Et qui est en train de nous dire, ben voilà, on vous a écouté. Oh, un humain qui a... Oui, d'accord. Un humain. Il s'appelle Hugo, il porte un nom. D'ailleurs, montre un peu le... Un algorithme d'assistance qui va un peu synthétiser tout ça et qui va nous challenger sur ses conclusions. C'est assez intéressant. C'est même très intéressant. Parce que ça nous remet en question, je dirais, dans une société de l'immédiateté, ça nous met immédiatement aussi en question. Et ça nous oblige à nous sortir de nos silos. Et je vous dis encore une fois, on le vit déjà dans le monde économique. Quand Walmart a décidé de développer une stratégie santé, quand aujourd'hui des groupes comme AXA sortent en disant bien, on va vous faire une médecine préventive dans votre abonnement d'assurance, quand en Afrique du Sud, on a un système de soins de santé qui est basé sur l'incitant, sur le « je vous paye une nourriture saine, mais je vous paye pas une nourriture malsaine », quand on a un Colruyt Group ici en Belgique qui est en train de se dire qu'on peut finalement éduquer à la santé à partir d'un supermarché, on voit que ça arrive. Sortons de ces silos. Oui, Super, avec une vraie vue à 360 degrés et se dire, par exemple, quand on souffre d'une nerf sciatique, il ne faut pas tout de suite nécessairement se faire opérer. D'abord, penser à faire de la kiné, parce que c'est évidemment plus facile. On se dit, dans 3 mois, je suis reparti. Malheureusement, bien souvent, il y a bien une petite complication ou autre, mais on n'y pense pas. Souvent, on n'a pas été à la source du problème. En fait. Il y a un problème, la solution, c'est ce qu'on nous a vraiment mis maintenant aujourd'hui dans l'esprit. Alors évidemment, ça prend peut-être 3 mois de plus de faire de la rééducation, mais on essaie. Et alors après, évidemment, si ça ne va vraiment pas, on peut encore passer à l'opération. Mais voilà, il faut vraiment reprendre le 360 degrés. On ne nous l'offre plus aujourd'hui. Enfin, c'est à nous, chacun, à le prendre. Mais est-ce qu'ils ne sont pas complices de ces systèmes? Moi, j'ai mon ostéopathe, j'allais le voir tous les 6 mois, jusqu'au moment où mon kiné m'a dit « Mais vous êtes complètement raide, il faut faire des étirements. » J'ai appris à faire mes étirements. Ça a enlevé du business, puisque je ne l'ai plus vu depuis 8 ans, mon ostéo. Non, mais tu es en bonne santé. Ben évidemment, je suis ravi. Mais ça fait moins de business pour l'ostéo, du coup. Peut-être qu'il y a quelque part le chien qui se mord sa propre queue. Mais il leur Parce que reçoit vous peut-être pensez business en termes de chiffre d'affaires. Oui. C'est une erreur. Oui. Ben évidemment. Demain, l'ostéo vous voit une fois à 300 € et vous guérit, ou vous voit 10 fois à 30 €, son résultat sera le même. Oui. Il travaillera même beaucoup plus pour arriver au même résultat. Donc il faut arrêter de penser business, chiffre d'affaires, profit. Ça, c'est la vision de Milton Friedman qui est totalement dépassée au XXIe siècle. Et on va remettre tout ça en perspective. On voit déjà émerger les leviers financiers. Lucio, peut-être justement sur le... Oui. Et si on s'autorisait à se parler? Si on s'autorisait à se parler? Si on cessait de placer les utilisateurs de soins et de santé dans une espèce de rond-point en béton, et si on acceptait d'aller lui parler et de le laisser parler à des acteurs qui l'entourent. Une consulte, c'est montre en main, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mon spécialiste arrête de m'écouter au bout de 11 secondes. Je dois probablement faire partie des 70% des patients qui mentent à leur médecin parce qu'ils ne m'écoutent pas, parce que son monde culturel n'est pas le mien. On ne se parle plus, on ne se connaît plus. Je suis pour mon équipe médicale le dossier A25, B63. C'est devenu compliqué d'essayer d'entrer en relation avec des équipes qui vous ont en charge. Je trouve vraiment, moi j'ai eu la chance de naître en 1969 et j'ai connu des années où nous étions dorlotés par nos équipes médicales. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un climat de confiance qui doit se construire entre l'ensemble des acteurs. Je parle, moi, régulièrement au pharma. Est-ce que j'ai peur du pharma? Non. Est-ce que je suis inquiet de savoir que le pharma gagne sa vie? Non. Est-ce que je suis inquiet que mon médecin spécialiste gagne correctement sa vie? Non. Les questions pour moi ne sont pas là. Qu'est-ce que le pharma m'apporte? Qu'est-ce que le médecin m'apporte? Qu'est-ce que mon infirmière m'apporte? Et qu'est-ce que moi je lui apporte quand je m'adresse à lui et que je lui renvoie des choses? Parce qu'après tout, on va arrêter de se mentir. Un individu comme moi, à 51 ans, est toujours vivant, après 46 interventions chirurgicales, parce qu'il y a des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des laboratoires de dispositifs médicaux, des laboratoires de médicaments. C'est la réalité objective.
je n'ai jamais rencontré un acteur du monde médical me disant « Coucou, je suis un bénévole ». Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Enfin, vous peut-être, mais pas moi. Hein. Et donc, j'accepte. Je vis dans ce monde-là, c'est comme ça. Et donc, il faut augmenter à un moment donné les échanges pour améliorer. C'est un retour à l'humain, en fait, que j'entends aussi. Hein. C'est un retour vraiment à soi, aux échanges, à côté vraiment humain là-dedans, dans la prise de santé, et à un rythme naturel, mais j'entends. si on ne passe pas par là, on va se perdre. Vous savez, on parle de la capacité que les patients ont à être compliants face à un traitement. C'est quoi être compliant ? C'est « j'ai compris ce que vous me conseillez de faire ». J'ai compris que, par exemple, dans l'autosondage, je dois me sonder 5 fois par jour. Et de l'autre côté, est-ce que le médecin comprend la réalité de l'individu qui est en face de lui ? Est-ce que lui est en capacité intellectuelle, culturelle, familiale de pratiquer 5 fois par jour l'autosondage ? Ou en capacité professionnelle ? C'est ça. Je veux dire, c'est des réalités. Alors on nous dit, oui, mais les guidelines, elles disent que vous devez vous sonder 5 fois par jour. Alléluia. Ouais. Qu'est-ce que je fais quand je suis à la maison ? Mais qu'est-ce qui est adapté à la personne que j'ai en face de moi ? Comment ça se passe ? Dans les déviations digestives pratiquées dans les centres hospitaliers, on dit à certains patients en colostomie, vous pouvez pratiquer l'irrigation colique, à savoir vider le tube digestif et mettre une plaque au lieu d'une poche de recueil. Et puis les patients sont chez eux en disant, quid, et je fais comment ? Moi, mes toilettes, elles sont au premier étage. À la maison, il y a 5 gamins. Il y a ma femme, j'ai ma belle-mère qui vit là et qui est en train de mourir. Est-ce que je suis en capacité de le faire ? Et si elle ne le fait pas, on lui dira « Mais c'est pas bien, tu ne le fais pas, tu vas coûter cher parce que tu vas consommer beaucoup d'appareillage. » Et avec toute votre expérience, en quelque sorte, de patient, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer, vous, comme solution concrète qu'est-ce que vous avez l'impression qui pourrait être mis en place et qui vous aurait aidé par rapport à votre parcours de santé ? En 1 minute, et chacun pourra faire le mot de la fin en 1 minute. Partout où on aborde la question de la santé, et quand je dis question de la santé, c'est dans un sens extrêmement large, il faut que les utilisateurs de soins puissent apporter leur voix. Et cette voix, elle doit être entendue. Je disais il y a quelques années à un ministre en charge de santé que nous étions privilégiés, nous les malades. Parce que dès qu'on est malade, on gagne un truc. On a une voix consultative. Bien sûr, hein. Vous pouvez aller dans en région wallonne, en région flamande, à Bruxelles ou au fédéral, nous avons une voix consultative. Une voix consultative, pour être clair, hein, qu'est-ce que c'est ? C'est cause toujours et bois de l'eau claire. Donc vous pouvez donner des solutions, expliquer, décortiquer un système dans lequel vous êtes, en mettant en avant des choses qui dysfonctionnent et qui ne vont pas. On ne vous écoute pas. Parce que derrière les enjeux sont bien au-delà de la réalité des patients. Et ça, nous les patients, on dit, si on veut faire perdurer un système, si on veut l'améliorer, tout en maîtrisant les coûts, on est contraint de s'écouter les uns les autres. En fait, ça passe par l'écoute avant tout. Donc vous auriez eu besoin d'avoir des médecins qui vous écoutent davantage et qui discutent aussi entre eux. Mon discours est généraliste. Moi, je suis vraiment un privilégié parce que j'ai une équipe médicale avec moi qui m'adore, que je connais depuis que je suis gamin, donc ça se passe super bien. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des patients. 80% des Belges tombent malades à l'âge adulte. Moi, j'ai de la chance, j'ai un handicap congénital. J'ai été livré avec un 4x4. Mais la majorité des Belges ne vivent pas ça. Ils découvrent des univers qu'ils ne connaissent pas. Oh, bien sûr, hein, ils connaissaient le médecin pour une grippe, un rhume, ce genre de choses. Mais quand vous arrivez en consulte avec des pathologies sérieuses, je peux vous dire que c'est un tremblement de terre. Et là, la question de l'éducation du patient, elle doit se faire en partenariat avec lui, avec ce qu'il est, et pas sur des guidelines très rigides. Je vais vous raconter une anecdote très rapide. Je fais de l'accompagnement de patients cancéreux, donc je vais bénévolement rencontrer des malades. Un jour, j'arrive dans un hôpital du pays et j'entends une infirmière, au moment où j'arrive, dire « Mère de 54 est décédée, ça va être le souk ». Et puis je dis, tiens, c'est quoi ? Puis alors on évite de m'en parler, j'insiste. Et l'infirmière me dit, monsieur, il y a un monsieur d'origine camerounaise qui vient de décéder, la famille va débarquer, ça va vraiment être le souk. Et j'étais surpris parce que prendre soin, c'est aussi prendre soin quand on est décédé. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, les règles qui sont fixées, là par exemple en matière de nursing, imposent aux familles de ne pas vivre ce qu'elles sont. Parce qu'on ne naît pas, on ne vit pas, on ne meurt pas de la même façon à Reykjavik, à Bruxelles, à Rome, à Bamako ou ailleurs. Et dans notre pays qui est extrêmement cosmopolite
Et nous sommes à Bruxelles, et Bruxelles est une ville cosmopolite. Ce sont des questions qui sont essentielles, parce que si on ne les prend pas en compte, alors on ne peut pas soigner correctement les malades qui vivent des situations qui sont en lien avec ce qu'ils sont eux-mêmes et ce qu'ils vivent au quotidien. Ok, peut-être Vincent, et puis Valérie, et puis Caroline. Allez-y. Oui, Vincent, oui. Vincent. Oui, Un mais comment. justement, je revenais sur toujours ma vision 360 degrés parce que j'y tiens beaucoup. Il y a aussi malheureusement beaucoup de patients qui aujourd'hui quittent leur médecin parce que le médecin ne prescrit pas le médicament ou il faut une visite médicale chez un généraliste et le généraliste dit je n'ai rien à vous prescrire. Alors ça, le patient ne l'entend pas et il va voir un autre qui va lui prescrire quelque chose. Donc cette réalité-là, malheureusement, hein, et ce n'est pas antinomique, hein, mais c'est une réalité de terrain, existe. Et donc ça aussi, on en revient à l'éducation du patient. Il faut accepter qu'un médecin vous dise, pour peu qu'il ne se trompe pas, mais quand même, en général, il n'est pas là pour se tromper, dise moi je ne te prescris rien parce qu'à ce stade, alors peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre, peut-être en plus de santé mentale, ou plus faire de la kiné, ou plus suivant la pathologie concernée. Mais il ne faut pas nécessairement sortir de chez le médecin avec un médicament. C'est ça. Donc ne pas croire que le médecin doit absolument important. trouver une solution. Parce que du coup, ça a un impact sur le coût des soins de santé aussi. Qu'il puisse avoir l'humilité de dire parfois je ne sais pas, ou de voir comment est-ce qu'il pourrait parler avec des pairs qui, par une écoute mutuelle de leurs différents points de vue, pourraient arriver à une solution. Et que le patient accepte qu'on lui prescrive rien. Parce que ça, c'est pas évident. Hein. Oui. C'est pas évident. Hein. Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi ça dans l'éducation des... Valérie, le comment et ensuite Caroline, oui. Oui, en fait, en écoutant ça, je trouve qu'à chaque fois, on revient au même type de silo, c'est-à-dire le patient contre ou avec le médecin. Pour le médecin aussi, il n'est pas entendu. Est-ce que les médecins ont eu le sentiment d'être entendus pendant la crise du coronavirus ? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont parfois le sentiment d'être écoutés par la tutelle ? Est-ce qu'ils ont l'impression de l'être par l'industrie ou par les patients ? Non. Est-ce qu'eux-mêmes, quand on a la réflexion, ça va être le souk ? Mais oui, parfois c'est le souk pour des gens qui travaillent. Est-ce qu'on peut les écouter ? Eux aussi. Est-ce qu'on peut les respecter ? Eux aussi. Et c'est ça la question. C'est comment on va faire pour ne pas rentrer dans des systèmes d'opposition. Et ne pas rentrer dans l'opposition, c'est effectivement passer à un autre niveau de conscience. C'est ça. Et ça pour tous, en fait, aussi bien les patients que toutes les personnes des soins de santé. Absolument. Oui. Okay. Ce qui me permet de rebondir et de conclure assez rapidement, à savoir qu'aujourd'hui, on a créé dans notre monde nous-mêmes, finalement, ces difficultés en pensant que la loi, d'abord, l'intelligence artificielle aujourd'hui, pouvait tout prévoir, pouvait tout régler, pouvait tout organiser. Et en réalité, on s'est enfermé dans des espèces de carcans qui ne laissent plus aucun espace, ni à la créativité, tu l'as dit tout au début de la discussion, ni quelque part à l'expression et à l'écoute d'un sentiment d'un médecin. Tout est minuté, tout est chronométré. On va très loin dans le value-based care aujourd'hui, dans des systèmes qui sont sur le point d'être implémentés. On va calculer la qualité de la prestation à la minute, à la seconde, et tout sera mesuré par la machine. Donc on continue à enfermer, à multiplier les lois, à multiplier les mesurages dans une perspective d'efficience des moyens et des besoins, comme tu le disais, on n'a pas défini. Et plus on va enfermer, plus finalement on va s'enfermer dans un système de silos qu'il faut pouvoir casser. Donc il faut que les normes, telles que Valérie les décrivait tout au début, donnent cet espace organisationnel, comme en entreprise d'ailleurs. Vous avez travaillé jusqu'à 4h01, vous avez entamé votre heure supplémentaire. Donc on ne laisse même pas l'employé qui a envie de rendre service à son employeur et travailler 10 minutes de plus. Il ne peut pas le faire parce que ça veut dire qu'on a entamé l'heure supplémentaire qui est payée 2 heures de plus et on a un problème de pointage. On est enfermé aujourd'hui dans un carcan qui ne permet pas de fonctionner. Pourquoi ? Parce que les gens sont méfiants, parce que le monde est méfiant, et qu'on se dit qu'en réalité, il faut ces lois, il faut absolument arrêter, réglementer tout pour éviter des dérives qui pourraient finalement être contre-productives. On n'ose plus prendre, quelque part, une certaine liberté entrepreneuriale au sens fort du terme. Et la liberté entrepreneuriale, je le répète, n'est pas incompatible avec un objectif social. Ce n'est pas parce qu'une entreprise gagne sa vie qu'elle est nécessairement mauvaise, et ce n'est pas parce qu'on est dans un non marchand qu'on est nécessairement opposé au monde marchand. Rendons cette liberté entrepreneuriale possible, sinon vous ne rendrez jamais l'économie systémique possible. Que chacun puisse être l'entrepreneur finalement de sa santé et de sa vie. Ok, super, merci. Nous allons clore les discussions, mais on va vous demander à chacun un petit mot de la fin, une phrase maximum,
qui pour vous clôture un peu les discussions que nous avons eues La dernière salve. pour aller vers un vrai système de santé. Difficile. Une phrase, alors. La liberté de choix du patient ne vaut rien sans une information éclairée. C'est beau. Super. Merci. J'espère que quelqu'un l'a Merci. noté, que On va c'est citer. cité. C'est pas de moi. C'est beau, non? C'est beau. Ah, c'est de qui peut-être parce que. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés le disent dans Ah, le ok, secteur d'accord. médical. Ok. Mais c'est tout simplement la loi du 22 août 2002 sur le libre choix des patients et la loi pour la Belgique et celle du 4 mars 2002 en France sur le libre choix. Et donc un choix ne peut exister que s'il est éclairé. Parce que s'il n'est pas éclairé, alors ce n'est pas un libre choix. Super. Très bien, Merci. Ça rajoute une couche. Il y a de quoi tweeter pour les gens en ligne là. On va se tweeter l'affaire. Hein. Vas-y Valérie. Oui, alors pour moi, ce serait qu'il n'y a pas de créativité sans se délester des oppositions et donc sans arriver finalement à pouvoir penser à un niveau supérieur d'identification à tel ou tel rôle ou telle manière de penser. Voilà. Très bien. Caroline? Et en permettant la créativité, on permet de restaurer un dialogue entre acteurs, et j'insiste, entre parties prenantes, et pas seulement entre le patient et le médecin, mais pour toutes les parties intervenantes. Hein, ce sera bien le tome 2 du livre, je pense, des acteurs intervenus. Super. Merci merci. beaucoup. On remonte la couverture de ton livre, Vincent. Bah, c'était quand même tout un travail. C'est hein. très gentil. S'il te plaît, parce que pour ceux qui nous rejoignent maintenant, les héros du Coronavirus. coronavirus. 150 rencontres, 40 portraits de gens qui ont vraiment travaillé pendant ces 2 mois-là. Pour du vrai, il est tout chaud, il sort de la presse hier, donc c'est vraiment une première. On est très content de vous avoir eu tous. J'ai entendu que vous aviez un blog aussi, c'est peut-être aussi le moment pour partager. Non, je travaille pour différents médias, mais Ah, je c'est n'ai pas de différents blog médias. Ah, ok. à titre personnel, non. Mais Ok. allez voir sur Internet, en tout cas Vincent Lévien, tu es un peu le poil à gratter du monde de la santé, je pense, que tu oses dire les choses. On essaye, mais il y a tellement de choses à dire. Voilà. Eh bien, suivez-les sur les réseaux. Je vais faire un petit wrap-up en 30 secondes du travail. Zoom avant sur l'écosystème, Thomas. Voilà, on retrouve un petit peu comme comme dans la session précédente, 2 mouvements. Bon, un mouvement, je l'ai mis en vert, et on reviendra après, Hugo, sur ton œuvre. Un mouvement vert qui est plutôt la réflexion pour aller vers, merci Valérie, vers un autre niveau de conscience de la santé, au sens noble du terme, qui est en fait la conséquence de ce qui précède. Ça commence par un engagement citoyen, création d'espaces de discussion pour éduquer, prévention, qui va mener à agir pour et avec tous pour comprendre les attentes et les besoins. Ça va permettre de se poser les bonnes questions, soigner, pourquoi faire, comment faire. C'est plus que se donner bonne conscience. Création des espaces transversaux, casser les silos, et ça va mener vers des nouveaux processus, une nouvelle finalité, une finalité de santé au sens noble du terme à tous les niveaux, plutôt qu'une finalité de faire du pognon finalement sur la maladie des gens. Hein, osons dire les choses, voilà, et permettre finalement de développer des stratégies transsectorielles, trans-tout en fait, territoriales, qui vont mener finalement à une mutation, lentement mais sûrement, de ce système, pour finalement arriver à mieux connaître son corps, son esprit, sa psychologie, son comportement et donc son âme. Vincent. Oui, c'est parce que je rebondis sur le mode créativité de Valérie, parce qu'il est central, mais il est central pour la santé, parce qu'en fait, si on soigne tant de gens depuis 200 ou 300 ans, c'est parce que les médecins, les chercheurs sont créatifs tous les jours. Voilà, Parce que ça, c'est une ouais. double créativité. Il y a pas... Et puis, même dans la crise qu'on a connue, les entrepreneurs ont été créatifs à créer des écouvillons, à créer... Donc, la Et même créativité, les- c'est la Et même santé les au quotidien. chercheurs ont été tellement créatifs qu'ils ont publié, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Ancet récemment, cette étude qui était fausse a été publiée. Donc, en restant dans les clous, effectivement, il y a danger. Et cette notion de risque et de risque de ne rien faire et de laisser tout partir comme ça devient plus grand que de risquer de sortir un petit peu des clous et d'essayer des choses un petit peu originales. Voilà. Bravo à tous, un grand applaudissement, voilà, et aussi de la part de toutes les personnes qui sont derrière vos écrans. Merci un million de fois. On a quelque chose, je pense, qui a beaucoup de valeur ajoutée. Nous allons mettre ça au propre, on va vous l'envoyer pour que vous puissiez amender le texte, 5000 signes, ça fera l'objet donc d'une carte blanche que j'espère tu relayeras, hein, n'est-ce pas, également Vincent sur tes réseaux. Et avis également à ceux qui sont ici présents et qui sont présents derrière vos écrans, parlez-en à vos amis.
Nous attendons vos projets santé dans les prochaines éditions d'Extrapreneurs, n'est-ce pas? Tout à fait. La prochaine est en octobre pour les 1er intéressés. octobre au 7 décembre, dans 10 villes simultanément, en francophonie, dans 4 pays, nous espérons. Voilà, et on tentera cette expérience territoriale de santé. Voilà, merci à tous. Peut-être on veut demander d'avancer d'un pas pour faire la photo. Et donc 10 minutes de pause avant d'avancer sur le prochain panel.